Il y a des relations qui ne meurent pas d'un coup. Pas de trahison, pas de grand drame, pas de scène rupture digne d'un film. Elles meurent à petit feu, par accumulation, par usure. Et le pire, c'est que personne n'a vraiment fait quelque chose de grave. Personne n'a crié, personne n'a trompé personne. Et pourtant, un jour, on se regarde et on se reconnaît plus. On se sent seul à deux, on se sent ou seul face à son enfant qui se braque à chaque fois qu'on ouvre la bouche. Je m'appelle Marguerite, je suis coach parentale et psychomotricienne et j'accompagne depuis maintenant 2 ans des mamans, des familles qui posent tous la même question. On s'aime, alors pourquoi est-ce que ça fait aussi mal? Et la réponse 9 fois sur 10 n'est pas dans les grandes crises, elle est dans les micro-moments, des automatismes tellement banals qu'on ne les voit même plus. Je les appelle des micro-fractures relationnelles. Ce sont des petites cassures invisibles, répétées, qui finissent par fragiliser toute la structure, comme une fissure dans un mur qu'on repeint sans jamais réparer. Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 micro-fractures que la plupart des gens font sans même s'en rendre compte, avec des exemples très concrets pour que tu puisses les repérer chez toi dès aujourd'hui. Et je te préviens tout de suite, tu vas sûrement te reconnaître dans plusieurs. Moi, la première. Allez, on y va. Alors, la première chose qui abîme une relation n'est même pas un mot, c'est un corps. Il y a une étude célèbre du psychologue Albert Mehrabian qui a montré que dans un échange où il y a une charge émotionnelle, l'impact de nos mots ne pèse que pour une petite partie de ce qui est reçu par l'autre. Le reste, c'est le ton de la voix et surtout le langage du corps. Concrètement, ça veut dire que tu peux dire ça va, j'écoute, mais si tes bras sont croisés, ton regard est fuyant, ton dos tourné à moitié vers l'évier, en train de faire la vaisselle, ton corps dit autre chose. Et c'est ce autre chose que l'autre personne entend, même sans s'en rendre compte. Par exemple, ton enfant arrive en larmes te raconter un conflit à l'école. Tu dis vas-y, raconte-moi, je t'écoute. Mais tu continues à scroller ton téléphone, le regard à moitié sur l'écran. L'enfant arrête de parler au bout de 2 phrases. Pas parce qu'il racontait et ce qu'il racontait n'était pas important, mais parce que son corps a capté que le tien n'était pas vraiment là. Un autre exemple concret, en couple, lors de discussions délicates, l'un des deux reste debout, bras croisés, en surplomb, pendant que l'autre est assis. Même si les mots sont calmes, cette posture envoie un signal de domination ou de fermeture. L'autre va se sentir jugé avant même d'avoir fini sa phrase. Ce qui joue vraiment, c'est que notre cerveau a appris depuis qu'on est tout petit à lire le corps avant de lire les mots. Un dos qui se tourne, un soupir, des yeux qui roulent, ça parle beaucoup plus fort qu'un « non mais ça va, je t'écoute ». Et justement, en parlant de ce que le cerveau capte, même quand on a fini de parler, il y a une deuxième micro-fracture encore plus profonde qui se joue dans notre cerveau même. Il existe au centre de notre cerveau une petite structure en forme d'amande qu'on appelle l'amygdale. Son rôle, c'est une sorte de système d'alarme. Elle scanne en permanence ce qu'on vit pour détecter un danger. Elle réagit en quelques millisecondes, bien avant que la partie rationnelle de notre cerveau ait eu le temps d'analyser quoi que ce soit. Le psychologue Daniel Goleman a même inventé une expression pour ça, il appelle l'amygdale hijacking. C'est le détournement amygdalien. C'est ce moment où l'émotion prend totalement le contrôle, où on perd les pédales et où on dit ou on fait quelque chose qu'on va regretter 2 minutes après. Parce que la partie réfléchie du cerveau a été momentanément mise hors jeu. Le problème, c'est qu'il existe des mots et des expressions qui sont de véritables déclencheurs d'amygdale. Des mots qui, peu importe le ton avec lequel ils sont dits, sont reçus comme une attaque. Par exemple, tu fais toujours ça. Le mot toujours n'est presque jamais vrai littéralement, mais il est reçu par le cerveau de l'autre comme une condamnation globale, pas comme un commentaire sur un fait précis. L'amygdale s'allume et la personne ne va plus écouter le contenu, elle va se défendre. Un autre exemple, calme-toi. Dis à quelqu'un qui est déjà en train de monter émotionnellement, c'est presque garanti que ça va l'énerver encore plus, parce que ça sonne comme un déni de ce qu'il ressent, comme si une émotion n'avait pas le droit d'exister. Encore un autre exemple, avec un enfant. Arrête de pleurer, c'est pas grave. Pour un enfant dont l'amygdale est en plein orage, ce n'est pas grave et vécu comme une invalidation totale. Ce n'est pas qu'il fait un caprice, c'est que pour lui, à cet instant, c'est réellement grave. Ce qui joue vraiment, c'est qu'une fois l'amygdale a pris le relais, on n'est plus dans une conversation. On est dans une gestion de crise nerveuse. Et tant que le système nerveux de l'autre n'est pas redescendu, aucun argument, aussi juste soit-il, ne pourra passer. Maintenant qu'on a vu le corps et le cerveau, parlons de quelque chose qu'on confond presque tout le temps
l'émotion et la réaction. L'émotion, c'est ce qui se passe à l'intérieur. La peur, la tristesse, la colère, la honte, c'est invisible, c'est interne et en soi, ce n'est jamais un problème. Une émotion n'a jamais blessé personne. La réaction, c'est ce qu'on fait avec cette émotion. C'est le geste, le mot, le ton, le silence qu'on choisit, ou plutôt qu'on ne choisit pas, puisqu'on est souvent en mode automatique. Et voici un point essentiel que beaucoup de gens ignorent. Notre mémoire retient beaucoup plus fortement la réaction de l'autre que l'émotion qu'elle a ressentie. L'amygdale, la structure qu'on a vue juste avant, travaille main dans la main avec une autre structure du cerveau qu'on appelle l'hippocampe pour graver les souvenirs à forte charge émotionnelle. Mais ce qui se grave plus profondément, ce n'est pas « j'ai ressenti de la colère », c'est « il ou elle m'a hurlé dessus, il a tourné le dos, elle a claqué la porte ». C'est l'acte, le comportement, c'est la scène. Premier exemple, une maman est épuisée, elle est à bout, elle ressent une vague de colère immense face au désordre de la chambre de son ado. L'émotion en elle-même, la colère, elle est légitime, presque universelle pour un parent fatigué. Mais sa réaction, c'est crier des mots blessants sur le respect et l'ingratitude. 10 ans plus tard, l'ado adulte ne se souviendra pas que sa mère était fatiguée ce jour-là, il se souviendra des mots de la scène. Un autre exemple en couple, un partenaire ressent de la peur en voyant l'autre s'éloigner émotionnellement. C'est une émotion compréhensible, la peur de la perte, mais la réaction, c'est de devenir contrôlant, de multiplier les reproches. Et c'est cette réaction-là, le contrôle, les reproches répétés qui va rester gravé chez l'autre, pas la peur sous-jacente qui, elle, n'a jamais été ni exprimée ni vue. Ce qui joue vraiment, c'est tant qu'on n'identifie pas la différence entre ce que je ressens et ce que j'en fais, on continue de confondre l'émotion, qui n'est jamais le problème, avec la réaction qui, elle, peut vraiment abîmer la relation. Et certaines réactions ont une forme bien particulière. Elles ne sont même pas des cris, elles ressemblent presque à de la sagesse. C'est la micro-fracture suivante. Ce que j'appelle les phrases volantes. Je les appelle comme ça parce qu'elles ont cette capacité étrange à transformer un instant en sentence définitive. Ce sont des phrases qui prennent un moment précis, un fait isolé, qui les transforment en une vérité absolue sur qui on est pour toujours. Par exemple, un enfant renverse son verre de lait, le parent dit sur le ton de l'évidence « Oh, mais tu es vraiment maladroit !» Pas « tu as renversé ton verre », tu es maladroit. L'enfant n'a pas fait une erreur, il est une erreur, à ses yeux et potentiellement pour toute sa vie. En couple, tu ne penses jamais à moi. Une phrase prononcée après un oubli, un anniversaire raté, un message non répondu, mais qui généralise instantanément sur l'ensemble de la relation, sur jamais, sur l'identité même du partenaire comme quelqu'un d'égoïste. Un autre exemple, t'es comme ton père ou t'es comme ta mère, dite dans un moment de tension, cette phrase ne critique même plus un comportement précis, elle attaque l'identité, elle attaque l'histoire familiale, l'héritage de la personne. C'est une des phrases les plus destructrices qui existent parce qu'elle touche quelque chose que l'autre ne peut pas changer. Ce qui joue vraiment, c'est que ces phrases qui volent au-dessus du moment présent et viennent se loger directement dans l'identité de la personne. Et comme on l'a vu, ce qui se grave le plus dans la mémoire, c'est justement ce type de phrase-réaction, pas l'erreur initiale, mais le jugement qui a suivi. La 5e microfracture, c'est le sermon moralisateur. C'est de transformer un moment de connexion possible en un cours de morale. C'est ce réflexe qu'on a, surtout quand on aime profondément l'autre et qu'on veut bien faire, de saisir chaque erreur comme une occasion d'enseigner une leçon au lieu d'abord d'accueillir ce qui se passe. Ton enfant te dit qu'il a menti à un copain. Au lieu d'abord d'accueillir le fait qu'il te le confie, ce qui est déjà énorme, un enfant qui ose dire la vérité sur un mensonge, on part directement sur 15 minutes de « sur pourquoi mentir, c'est mal ». Qu'est-ce que ça dit de ta valeur? L'enfant retient une seule chose, la prochaine fois, je ne dirai rien. En couple, un partenaire avoue avoir flanché sur un truc. Il a dépensé sans en parler, il a annulé un truc important au dernier moment. Au lieu d'écouter ce qui s'est passé pour lui, l'autre enchaîne sur, tu sais, dans un couple, il faut que la communication, il faut faire de la confiance, il faut, c'est juste. Mais c'est aussi exactement le moment où la personne se ferme parce qu'elle ne se sent pas écoutée ou elle se sent jugée. Donc, ce qui se joue vraiment, le sermon, même bien intentionné, dit implicitement, ce que tu ressens m'intéresse moins de ce que je veux t'apprendre moi. Et l'autre, lui, retient surtout, je ne suis pas en sécurité pour me confier. Voici une microfracture plus subtile, microfracture, c'est difficile à dire, plus subtile mais terriblement courante, vouloir expliquer rationnellement quelque chose qui se vit.
quelque chose qui se vit en réalité sur le plan affectif et sentimental. C'est cette tentation de répondre par la logique à un besoin de connexion. Quelqu'un dit « je me sens seul dans cette relation ». La réponse logique pourrait être « mais regarde, je suis là tous les soirs, je fais les courses, je paie les factures, objectivement, je suis présent ». C'est vrai. Et pourtant, ça ne répond absolument pas au ressenti exprimé. Parce que se sentir seul, ce n'est pas une question de présence physique mesurable, c'est une question de connexion vécue. Entre un parent et un enfant, ça ressemblerait à ça. Un ado dit « tu ne me fais pas confiance ». Le parent répond avec une liste de faits « je t'ai laissé sortir 3 fois ce mois-ci, je t'ai donné de l'argent de poche, je ne fouille pas dans ton téléphone, nanana », et encore une fois des faits exacts, mais qui n'adressent jamais le sentiment réel exprimé. Le piège, et c'est là que ça devient important, c'est quand on explique en permanence l'affectif par le rationnel, on envoie le message que les ressentis de l'autre ne sont pas légitimes, tant qu'ils ne sont pas justifiés par des faits. Et c'est précisément ce terrain-là qui, avec le temps, pousse certaines personnes vers la transgression, vers le besoin d'aller chercher ailleurs cette connexion qui n'a jamais été validée à l'intérieur de la relation. Pas par méchanceté, par manque d'un espace où le ressenti simplement avait le droit d'exister sans preuve. Il y a une maman justement qui me racontait là il n'y a pas longtemps, une maman qui est hyper présente avec ses enfants, qui se met en quatre vraiment pour passer du temps avec eux, vraiment pour être présente, quoi. Et ces enfants demandent toujours plus. Et le fait de demander toujours plus, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est des enfants qui ont envie de passer du temps avec leur maman. Ils voient leur maman disponible aussi. C'est complètement normal. Par contre, ce qui se passe, c'est que cette maman, elle commence à plus avoir de temps à donner, plus. Bon. Du coup, elle se sent coincée et elle se sent coupable aussi de ne pas pouvoir lui donner plus de temps. Donc, là, dans cette écoute et dans mon conseil, c'était de pouvoir lui dire... c'est important que tu écoutes ceux qui sont en train de te dire « Ok, j'entends que tu as envie de passer plus de temps avec moi. Je l'entends et c'est hyper légitime. Et là, maintenant, je n'ai pas plus de temps à te donner. Tu sais, ce samedi, on va aller au resto juste tous les deux. Tu sais, je vais t'emmener à ton match de basket tel jour. Tu sais, nanana. » Voilà, de reprendre des faits, effectivement, qui existent, qui sont là, et qui sont associés de l'entente de « j'entends que tu as envie de passer plus de temps avec moi ». Et juste le fait de valider ça et de reprendre, de dire « ok, et tu vois, on fait et, pas mais, et tu vois, on fait ça ensemble », ça aide aussi à la personne à être entendue dans son émotion et à rationaliser le fait que oui, ils passent du temps ensemble. J'ai gardé la fin, deux micro-fractures qui se ressemblent, pas, parce qu'elles portent toutes les deux un peu un masque, le masque du dévouement, le masque de la gentillesse. La première, c'est « je fais ça juste pour toi ». Cette phrase a l'air d'un cadeau, et en réalité, c'est souvent une dette qu'on impose à quelqu'un qui n'a rien demandé. Un parent décide, sans discuter, d'inscrire son enfant à des cours de soutien supplémentaires, juste pour toi parce que je veux ton bien. L'enfant n'a pas demandé ça. Mais maintenant, s'il se plaint, il devient ingrat, alors qu'il n'a jamais été consulté. La même chose existe en couple. J'ai annulé ma soirée entre amis pour toi. Dit sans qu'on ait rien demandé. Installe une dette émotionnelle que l'autre devrait rembourser d'une manière ou d'une autre. La deuxième phrase, c'est « laisse, je vais le faire ». Celle-ci est particulièrement insidieuse parce qu'elle semble être un acte de gentillesse. Et pourtant, répétée, elle dit en réalité « t'es pas capable ». Un enfant essaie de lasser ses chaussures, ça prend du temps, le parent est pressé ou juste impatient, dit « vas-y, là, je vais le faire » et fait les lasser à sa place. Une fois, c'est rien. Répété pendant des années sur les devoirs, sur les choix, sur les décisions du quotidien, le message gravé devient « je ne suis pas assez compétent pour faire les choses moi-même ». On va plus haut, c'est ce qu'on appelle parfois l'infantilisation. Prendre quelqu'un, même un adulte, pour quelqu'un d'incapable, sous couvert de bienveillance. Ce qui joue vraiment, c'est que ces deux phrases partagent un même point commun. Elles disqualifient l'autre tout en ayant l'air d'aider. Et c'est justement parce qu'elles sont enveloppées de bonnes intentions qu'on ne les remet jamais en question. Je voulais ajouter un dernier mécanisme parce qu'il résume presque tous les autres, le « oui, mais ». C'est cette phrase qui commence par valider « oui, je comprends, oui, tu as raison » et qui immédiatement après le « mais » efface tout ce qui vient d'être dit. Exemple concret, oui, je comprends tout sauf agir que j'ai oublié, mais tu exagères, c'était pas si grave. Le oui a créé un espoir d'être entendu et le mais l'a anéanti en une seconde. Ce mécanisme suit souvent un cycle en 3 temps qu'on retrouve dans beaucoup de relations fragilisées. On idéalise l'autre au début, enfin quelqu'un qui me comprend, puis vient la désillusion. En fait, il ne comprend pas vraiment. Et enfin, la diminution, ce que je ressens n'est même pas important.
Le oui mais est souvent la porte d'entrée de ce cycle parce qu'il donne l'illusion d'être écouté avant de retirer ce qui vient d'être donné. Si tu t'es reconnu dans 2, 3 ou même dans les 7 micro-fractures de cette vidéo, respire, c'est pas un verdict sur qui tu es, c'est très probablement ce que toi-même tu as reçu sans le choisir dans ton enfance ou dans tes relations précédentes. On ne reproduit pas la méchanceté, on reproduit parce que c'est le seul modèle qu'on a appris. La bonne nouvelle, c'est que justement, parce que ce sont des automatismes, ils peuvent être désappris. Et ça commence toujours par la même chose, les remarquer dans l'instant avant qu'ils ne deviennent une réaction. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire laquelle de ces 7 micro-fractures tu reconnais le plus chez toi et celle qui a été faite à toi dans ton histoire. Et si tu veux aller plus loin sur comment comprendre tes propres réactions avant qu'elles ne deviennent automatiques, j'ai créé un programme complet là-dessus, le lien est en description. Abonne-toi si tu veux continuer à décortiquer ensemble ce qui joue vraiment dans nos relations. Prends soin de toi et surtout prends soin de ce que tu dis à ceux que tu aimes. À très vite.